Bonjour à tous, bonjour Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de sujets à aborder avec vous aujourd'hui. Le journal du dimanche, un premier bilan de cette législature qui a un an tout juste aujourd'hui. Mais d'abord, on va commencer avec Chantal Didier par la mort de l'adolescent tué hier à Nanterre au cours d'un contrôle de police. Oui, bonjour. Donc cet adolescent tué, 17 ans, tué par un policier pour refus d'obtempérer. Je mets ça entre guillemets parce que ça doit être dans la loi, j'imagine. Donc, au-delà de la condamnation, comment comprendre? C'est une affaire de formation des policiers, c'est une information de texte, c'est une affaire de haine réciproque. Enfin, comment vous percevez ce drame qui est quand même récurrent? Oui, d'abord bonjour à toutes et tous, vous dire le plaisir de participer à cette émission. Je crois que c'est la première fois que je suis ici, donc bonjour à chaque journaliste qui est présent. Oui, je suis très choquée en fait de ce nouveau mort. Je voudrais rappeler que la première fois qu'il y a eu dans notre pays un drame qui a frappé l'opinion, c'était il y a 18 ans avec Zied Ebouna. Et je me souviens très bien de cette époque, puisque vous savez, ensuite, en France, il y a eu des émeutes dans les quartiers populaires. Et depuis hier, d'ailleurs, nous avons vu des scènes à Nanterre, mais aussi alors tout près de ma circonscription à Aulnay-sous-Bois et ailleurs, dans différentes villes, différents quartiers populaires de notre pays, parce que, en effet, ça réveille une colère qui est une colère qui vient de loin, en fait, et qui dit quelque chose de la doctrine aujourd'hui employée par les forces de l'ordre. Et donc, je ne veux pas d'abord incriminer des policiers, mais d'abord mettre en cause la doctrine, qui est la doctrine policière en cours. Alors, si c'est possible que de tels actes se perpétuent en nombre plus important, juste pour se remettre bien en tête, mais j'imagine que vous le savez, en 2020, une seule personne est morte dans ce type de cas, dans ce type, c'est-à-dire un contrôle de police avec une voiture et voilà, ce refus d'obtempérer, un mort. En 2021, c'est 4 personnes et cette année, nous en sommes à 13. Donc il y a bien un problème, quelque chose qu'il faut regarder en face. Si en plus on ajoute les mensonges des policiers, qui ont pu être vérifiés, ces mensonges, par la vidéo, et c'est aussi une des nouveautés, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens qui filment et que nous pouvons, nous toutes et tous, comme citoyennes et citoyens, regarder ces vidéos et comparer ce qui nous est raconté avec ce que nous voyons clairement sur la vidéo. Et là, honnêtement, c'est très choquant. Je vais te mettre une balle dans la tête. Enfin, je veux dire, c'est quand même d'une violence et d'une clarté absolument épouvantable. Or, ce n'est pas du tout ce que racontent les policiers ensuite. Donc, ça pose quand même un vrai problème de déontologie. Mais si c'est possible, c'est parce que aussi, en 2017, si ça augmente, en 2017, la loi a été modifiée sous le quinquennat de François Hollande et a permis que l'usage des armes à feu soit en fait davantage facilité. Donc, pour moi, la doctrine doit être une doctrine à chaque fois de désescalade. Et l'usage des armes, l'usage de la force, parce que je voyais même une députée En Marche, vous l'avez vu peut-être cette vidéo d'une députée En Marche qui dit « Ah oui, mais il y a la violence légitime ». Alors on parle beaucoup de la violence légitime qui est du côté des policiers, mais cette violence légitime, c'est-à-dire au sens où ce sont les seuls qui, dans notre pays, ont le droit d'user de la force, mais dans des situations qui sont des situations encadrées. C'est-à-dire que cette violence dite légitime doit être utilisée dans des cas qui sont des cas particuliers où il y a, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est mis dans la loi, mais en gros l'usage doit être proportionné évidemment et correspondre à des situations bien particulières que nous ne retrouvons absolument pas dans la vidéo telle qu'elle est. Et je veux dire un mot de l'impunité. C'est-à-dire que non seulement il faut changer la doctrine, mais il faut aussi sortir de l'impunité. L'impunité, c'est à la fois des ministres, l'État
qui couvre en permanence les policiers. Et là, il me semble que M. Darmanin, alors comme c'est Fred hier, j'ai peut-être pas tout bien regardé, mais il me semble que M. Darmanin a parlé de présomption d'innocence et quelque part à chaque fois file l'idée. Bon, là, il a trouvé les images très choquantes. Oui, bah, elles le sont quand même, ça me paraît être un minimum. Un minimum, oui. Un minimum que de trouver. Mais enfin, c'est pas la première fois. Moi, l'année dernière, dans ma circonscription à Sevran, c'était en mars, je crois. Nous avons eu un mort dans une situation relativement similaire. Il s'appelait Jean-Paul. Il faut que j'aille plus vite, c'est ça ? Non, pas du tout. Ça va. Jean-Paul. Et quand Jean-Paul est mort, c'est tout le discours qui va avec. C'est-à-dire que ça a commencé par « Ah oui, mais Jean-Paul, il avait volé une camionnette. » Et dans les premières heures, c'était ça l'histoire. Comme si le fait qu'il ait volé une camionnette pouvait justifier de mourir. Même un refus d'obtempérer, même un vol de camionnette, dans un état de droit, ne doit pas aboutir à ce que l'on en meure. Et les heures qui ont suivi, on a compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il n'avait même pas volé de camionnette. C'était une histoire de règlement de compte entre associés, donc rien à voir. Et Jean-Paul est mort, et quelque part, voilà, dans le quartier, dans notre quartier, la colère était énorme parce qu'elle faisait écho à quelque chose de plus banal, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire des contrôles de police qui se font à l'égard d'une certaine partie de la population de façon plus systématique que d'autres. Moi, je peux témoigner, je n'ai jamais été contrôlée de ma vie. Jamais. J'ai 50 ans, on ne m'a jamais demandé, vous voyez ma tête, jamais demandé mes papiers. Je peux vous dire qu'en ma circonscription, je sais à qui on demande plusieurs fois, des fois par semaine, des papiers. Mais ils n'ont pas le même profil que moi. Donc toutes ces situations-là, elles doivent être d'abord transparentes. C'est pour ça que nous avions demandé, et c'était notamment à l'initiative de Hugo Bernalicis, mon collègue, il n'y a pas très longtemps, une enquête parlementaire sur ces questions-là. Cette enquête parlementaire, elle n'a pas été engagée pour essayer de comprendre pourquoi il y a une hausse des refus d'obtempérer. C'est intéressant d'aller regarder pourquoi il y a une hausse des refus d'obtempérer. Peut-être que ça a à voir aussi avec les relations entre la police et notamment une jeunesse dans les quartiers populaires. Peut-être que ça a à voir avec ça, c'est-à-dire une relation de défiance qui met en danger des citoyennes et des citoyens, mais qui met aussi en danger les policiers. C'est-à-dire que quand on parle de changer de doctrine, il s'agit non seulement de protéger les citoyennes et les citoyens, mais aussi les policiers, dont nous savons qu'eux aussi subissent de plus en plus soit des situations qui sont des situations qui ne sont pas acceptables non plus en République et en démocratie. Mais pour apaiser ce niveau, il faut de la désescalade et il faut changer la doctrine et il faut aussi faire la transparence sur la réalité des faits, d'où l'enquête parlementaire. Il faut changer cette loi de 2017 qui accroît la possibilité de recours aux armes à feu. Et enfin, il me semble que l'IGPN est aujourd'hui en cause, clairement. C'est-à-dire que l'idée que la police est jugée par la police, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Et donc l'impunité, elle est aussi bien dans le discours des ministres, dans le discours de l'État, où à chaque fois sont minorés les faits. Il n'y a pas de fermeté, vous voyez, dans le discours. Les faits sont minorés quand ils ne sont pas carrément... quand le déni ne trône pas. Et puis aussi par cette inspection, qui est une inspection dont on voit bien à chaque fois qu'elle blanchit en fait les policiers. Donc ça crée une ambiance qui est une ambiance d'impunité. Donc là, il faut que tout cela cesse. Et nous, on l'a toujours défendu, hein, ça fait quand même très longtemps, aussi bien cette demande d'enquête parlementaire, aussi bien des propositions de loi que nous avons faites pour changer cette doctrine, aussi bien aussi d'être aux côtés des citoyennes et des citoyens choqués par ces injustices et ce manque de vérité. Et c'est pourquoi nous serons présents à la marche demain à 14h à Nanterre. Je crois qu'il y a un appel aussi dans différentes villes vendredi soir à exprimer notre solidarité avec la famille de Nahel. Mais ces drames sont tout simplement intolérables, insupportables et mettent en cause l'état de droit et révèlent quelque chose de, comme vous me posiez la question, de plus profond dans les rapports entre la police et les citoyennes et les citoyens. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et les dérives sur l'état de droit, les libertés publiques, excusez-moi de faire ce parallèle, mais voyez ce qui se passe dans les manifestations, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, ce que l'on a vu dans la répression du mouvement sur les retraites, c'est aussi, voyez, quelque chose de bien plus général. Quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne, on ne se retrouve pas avec des situations de violence policière telles qu'on les voit aujourd'hui en France. Et c'est parce qu'ils n'ont pas la même doctrine.
Ils n'ont pas la même doctrine, et le maître mot de leur doctrine, c'est la désescalade. Or, chez nous, ce n'est pas du tout la désescalade. Gérard. Oui, vous avez semblé reprocher à Gérald Darmanin d'avoir évoqué la présomption d'innocence hier, ce qui, à première vue, tant qu'une affaire n'est pas jugée, la présomption d'innocence existe. En revanche, je crois que c'est vous qui avez parlé hier d'exécution sommaire. D'autres gens de LFI ont parlé de condamnation à mort. Est-ce que c'est pas quand même assez étonnant de prononcer de telles phrases alors qu'on ne savait à peu près rien de ce qui s'était passé? Et quand Éric Zemmour ou le Rassemblement national réagit immédiatement, quand il y a eu par exemple l'affaire d'Annecy ou l'affaire Lola, etc., immédiatement vous leur reprochez à juste titre de parler, d'incriminer directement l'immigration, alors qu'on ne sait même pas exactement encore ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas le même cas de figure? Est-ce qu'en prenant des positions comme ça, aussi brutales et aussi immédiates, quelque part, vous ne créez pas la confusion et le désordre? Alors, d'abord, nous avons la vidéo, qui est quand même un élément très précis que nous avons à notre connaissance. Alors, nous ne sommes pas la justice, mais nous sommes des responsables politiques et nous sommes face à une situation qui est clairement exposée dans la vidéo, qui est filmée. Voilà. Je pense que la vidéo, elle est assez claire. Quand vous avez un policier qui dit « je vais te mettre une balle dans la tête », que juste la voiture avance, qui tire et qui tue quelqu'un, vous voyez bien que... Enfin, là, il y a une situation que nous voyons. Et nous avons en effet une interprétation des faits. Moi, je ne reproche pas à l'extrême droite d'avoir réagi avec son interprétation des faits au sens, comment vous dire, comme si elle n'avait pas le droit de réagir à un fait qu'on qualifie de divers et qui n'est pas si divers. C'est son interprétation avec laquelle je ne suis pas d'accord. Quand il y a un féminicide, ça peut être classé du coup dans les faits divers, mais en fait, ça n'est pas un fait divers au sens où ça raconte quelque chose de la société. Donc le désaccord que nous avons avec l'extrême droite, c'est quand cet homme tue, là je parle du Syrien, est-ce que c'est d'abord un homme qui est pris d'un acte de démence et qui tue quelqu'un de façon exceptionnelle, ou est-ce qu'il y a un phénomène social de masse où des étrangers tuent des gens avec ce fameux terme utilisé par l'extrême droite de francocide? Eh bien, je suis en désaccord avec l'analyse qui est portée. Donc, je ne leur reproche pas d'avoir une interprétation politique, je reproche leur interprétation politique. Je conteste le diagnostic qu'ils posent, ce n'est pas la même chose. Donc, sur les féminicides, nous réagissons parce que nous estimons qu'il y a un fait social. Sur le drame qui concerne Naël, nous réagissons parce que nous estimons qu'il y a, là encore, un fait social, une doctrine de la police qui est en cause, etc., etc. Le ministre de l'Intérieur décide de parler de présomption d'innocence. Bien sûr qu'elle existe, mais le choix des mots, vous voyez bien, il a un sens. Décider de le mobiliser à ce moment-là, évidemment que ça existe, la présomption d'innocence, je ne la remets pas en cause, mais décider d'un discours public d'un ministre de le mobiliser à ce moment-là, alors que nous avons cette vidéo, c'est évidemment un choix politique. C'est un choix politique, nous ne faisons pas le même. Zoé. Toujours sur le dossier de Nanterre, quand on connaît les procédures qu'ont les policiers et les gendarmes pour pouvoir utiliser leur arme à feu, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème de formation de la police? Je vous donne juste un exemple. Par exemple, les gendarmes n'ont pas le droit de menotter avec une arme à la main, alors que rien ne le stipule dans les textes pour les policiers. Est-ce qu'il n'y a pas... Et surtout quand on voit le nombre de policiers impliqués dans ce type d'affaires et de le faire d'un gendarme, et qu'est-ce qu'on peut faire? Les former. La réponse est dans votre question et je partage totalement. C'est-à-dire quand on parle de doctrine, c'est déjà changer la doctrine et former les policiers pour qu'ils soient raccord avec la doctrine qui est proposée. Et par ailleurs, leur donner des moyens aussi de faire leur travail. Mais il y a des choix qui ont été faits, là je parle plus globalement. Supprimer la police de proximité, moi je vois dans les quartiers populaires, c'est une catastrophe. Je croyais qu'elle avait été rétablie. Non, pas celle... Non, elle n'est pas rétablie. Pas celle de Chevènement? Non, enfin... Bref. Je pense que dans la doctrine, il y a aussi le choix des méthodes, le choix de qui, à quel endroit, et effectivement la question de la formation. Et là, on n'y est pas du tout, du tout. Elle est différente. Elle est différente. Bien sûr qu'elle est différente. Est-ce que ça aurait pu... Si ça avait été les gendarmes? Alors là, c'est une question un peu théorique, mais oui, on peut le penser, mais je ne peux pas l'affirmer. François. Oui, Marie Tondelier, ce matin, à Sud Radio, a parlé d'un crime raciste.
Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Enfin, ce qu'on peut observer, et c'est pour ça qu'il faudrait l'enquête pour être plus précis, parce que sur les 13, par exemple, moi, j'ai pas le cas des 13 cette année qui sont morts pour savoir voilà, quelle était l'origine et comment ils pouvaient être appréhendés, mais on peut penser, parce que ça aussi, il n'y a pas de traçabilité. Quand nous, on demandait le récépissé sur les contrôles aux faciès, on le demande, c'est justement pour pouvoir avoir une vision objectivée et pas simplement le ressenti de la population, qu'on puisse l'objectiver. Donc il faut pouvoir l'objectiver. Donc l'enquête parlementaire, typiquement, elle peut permettre d'objectiver ce fait-là. Mais vous le savez, enfin, je veux dire, c'est quand même pas un scoop, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que moi, j'ai jamais été contrôlée et que, bon, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la police sur les contrôles, les façons d'interpeller, le deux poids, deux mesures qui peut exister en fonction de la couleur de peau et en fonction de l'origine. Émile. Bonjour Madame la députée. Vous dites qu'il y a une escalade de la violence policière. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a une escalade de la violence dans la société, une escalade de la violence dans le discours politique? Et je vous prendrai un exemple. Moi personnellement, oublions que je sois journaliste, j'ai vu qu'aucun député de votre parti, mis en face d'actes violents concernant Sainte-Soline ou d'autres éléments, n'a pas été en mesure de dire « on soutient le combat écologique, mais on est contre les actes violents ». Pourquoi vous n'arrivez pas à cette chose-là? Parce que la violence, il faut la condamner d'où qu'elle se porte. Alors, on est bien d'accord que la violence raciste, mais elle existe partout, vous savez, elle existe dans tous les rayons de la société, je suis bien placé pour le savoir. Mais on ne peut pas avoir deux discours, vous comprenez, à ce niveau-là. Je vais vous répondre, et je n'ai qu'un discours. Sur Sainte-Soline, pardonnez-moi, je suis un peu choquée de votre version des faits. À Sainte-Soline, celui qui a été dans le coma, c'était pas un policier, c'était un militant. Donc là encore, c'est l'histoire de la désescalade. Si vous ne voulez pas de violence, vous ne venez pas avec un dispositif policier tel qu'il a été déployé à Sainte-Soline pour des militants qui viennent dans un trou. Voilà, dans un trou de terre. C'est surréaliste, en fait, de procéder comme ça. Donc, si vous voulez abaisser le niveau de violence, la réponse policière ne peut pas être celle qui a été apportée à Sainte-Soline. Vous avez eu des grenades, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est toutes les 2 minutes, une grenade était balancée sur les manifestants. Vous pensez que c'est une manière d'abaisser le niveau de violence. Or, la responsabilité de l'État n'est pas la même que la responsabilité de militants. C'est pas la même. Donc moi, j'estime que si on veut abaisser le niveau de violence, il faut là encore la désescalade. C'est pas ce qui a été fait. La non-violence dans les modes de manifestation, nous l'avons toujours défendue. Donc je vois pas en quoi vous mettez en cause ce que nous pratiquons et ce que nous disons. Nous l'avons toujours dit et sur absolument tous les tons. Nous pensons que la violence est une méthode qui n'est pas efficace, qui n'est pas juste, mais qui n'est pas efficace. Tout le monde, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde à la France Insoumise le dit, le répète. Alors, vous pouvez ne pas entendre, mais je continuerai à le dire et je pense que c'est cohérent. En revanche, je ne suis pas d'accord avec votre vision de Sainte-Soline parce que je pense que la première responsabilité est la responsabilité de l'État et du dispositif totalement disproportionné, totalement de nature à créer de l'escalade qui a été déployée par les forces de l'ordre. Et ça, c'est inacceptable. Et la pénalisation, la criminalisation des mouvements sociaux aujourd'hui, le fait même d'interdire des manifestations, vous mettez les gens dans un état, enfin c'est incroyable. Quand il y a eu le 49.3 ici sur les retraites, le premier 49.3 sur le, je ne sais plus ce que c'était, quand ils ont annoncé, enfin un des moments, il y en a eu tellement des 49.3, des 47.1. Avant le vote de l'article 7 dont vous ne vouliez Merci. pas. Voilà, et bien à ce moment-là, manifestation là-bas derrière les Invalides, je m'y rends, c'était délirant. C'est-à-dire que le dispositif, même nous, on a eu du mal à passer, le dispositif policier était énormissime pour des gens qui venaient pacifiquement manifester. Comment voulez-vous que ça ne finisse pas par dégénérer? Que des citoyens, parce que la manifestation n'était pas autorisée, et donc en n'autorisant pas les manifestations,
en déployant des dispositifs policiers aussi disproportionnés, en balançant des grenades, des bombes lacrymo, etc., vous croyez quoi? Que ça va calmer la situation? Non. Après, plus globalement, la violence dans la société, vous savez très bien qu'elle est aussi le reflet, quand vous avez une société qui, par tous les bouts, ne peut pas faire vivre la démocratie, ça finit par créer des situations de violence. Quand vous avez de l'injustice qui s'accroît, ça nourrit la violence. Moi, je suis effarée de voir dans les manifestations des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Bon, on a tout fait, il y a eu le dialogue social, les syndicats étaient contre les retraites, ça n'a pas été écouté. On a manifesté pacifiquement par millions dans la rue, je ne sais combien de fois. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas été écouté. L'opposition, les oppositions à l'Assemblée nationale sont contre, le vote n'est même pas possible. À la fin des fins, on fait comment? Vous dites quoi aux gens? Comment ils peuvent s'exprimer démocratiquement? Comment leur voix elle peut être entendue? Et donc je pense que ne pas entendre la voix de la majorité de la population crée des situations de colère et de violence. Donc pour moi, il y a une responsabilité si on veut apaiser la situation dans notre pays. Il y a deux conditions, la justice et la démocratie. Or aujourd'hui, on a un gouvernement qui tourne le dos à la justice et à la démocratie. Est-ce que la démocratie était respectée à Notre-Dame-des-Landes? D'une certaine façon, l'exemple a été donné à Notre-Dame-des-Landes que la violence payait. Donc, était-ce pas une erreur de la part du gouvernement à ce moment-là? Quelle violence? Vous parlez de quelle violence? La ZAD. Le ZAD, c'est une violence? Faire une ZAD? Le fait d'occuper... Oh, il y en a eu quelques cas, quand même. Oui, mais enfin, occuper un lieu, c'est pas une violence... Vous trouvez que c'est une violence? Occuper le lieu, oui, d'une certaine façon, c'est quand même occuper de mentir la propriété privée. Oui, mais enfin, à ce moment-là, alors excusez-moi, mais si on pense comme ça, ceux qui, par exemple, se sont assis dans des bus aux États-Unis à des places où ils ne devaient pas s'asseoir, c'était aussi de la désobéissance civile et c'était aussi des actes qui... Pourquoi on n'en est pas là? Sur l'écologie, ça pourrait se discuter quand même. Hein. Moi, c'est la France, alors, non, mais faisons attention. La France est une démocratie, mais il y a quand même... Vous avez remarqué que sur les retraites, il y avait un problème. Vous avez remarqué que l'usage du 49.3 était un problème. Vous avez remarqué qu'en démocratie, aujourd'hui, en France, manifester, vous avez plein de parents qui ne veulent pas que leurs ados y aillent parce qu'ils ont peur qu'ils ne reviennent pas entiers. Donc, oui, on est une démocratie comparativement à des régimes qui sont des régimes autoritaires qui existent à travers le monde, mais l'ONU, le Conseil de l'Europe, ont interpellé l'État français en disant qu'il y avait des dérives antidémocratiques et qui posent, à mon avis, problème et qui sont la source aussi de la montée d'un certain nombre de violences. Si on ajoute à ça aussi l'injustice et les inégalités qui montent, qui sont elles aussi des terreaux terribles pour la violence. Juste en amont, moi je suis dans la poursuite de ces deux questions, en amont de la violence qui fait violence contre violence et on ne s'en sort pas, vous avez parlé tout à l'heure du respect de l'état de droit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour inculquer dès le plus jeune âge? Il avait 17 ans, le petit jeune homme, il n'avait pas son permis alors. Par exemple, celui de cette nuit. Donc c'est l'état de droit déjà qui n'est pas respecté. Comment peut-on faire pour améliorer cette compréhension de ce que c'est que l'état de droit? Certainement pas en tuant des gens qui ne respectent pas l'état de droit. Si vous avez ceux qui... Non mais voilà, vous me posez la question. Je pense que si vous avez des policiers qui sont capables de tuer pour ça, alors comment vous allez convaincre du bien fondé de l'état de droit et qu'il existe un état de droit? Que ne pas respecter l'état de droit, c'est moins important que de... Je pense que ça ne vaut pas de mourir. Oui, et je vous le dis, je pense que ça ne vaut pas de mourir. Bon, je pense que conduire sans permis ne vaut pas de mourir. D'ailleurs, en France, on est contre la peine de mort, en règle générale, vous voyez. Donc, si on veut faire respecter l'état de droit, il faut que ceux qui détiennent la force, ceux qui ont la légitimité, qui représentent l'institution, soient irréprochables et fassent eux-mêmes vivre l'état de droit. Mais ça commence déjà par là. Qu'est-ce qu'on peut faire en pédagogie, moi je demande? Non mais en pédagogie, bien sûr, en pédagogie, je pense que là, c'est l'anti-pédagogie. Vous voyez, quand vous avez des violences policières qui sont impunies, je peux vous dire, moi je vois en discutant dans les quartiers populaires, l'effet que ça fait, c'est que ça fait reculer leur volonté eux-mêmes de respecter l'état de droit. C'est pareil pour la République. Si la République ne tient pas sa promesse, comment voulez-vous que les citoyennes et les citoyens respectent la République? C'est infernal, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'est à nous déjà
d'être exemplaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que pour respecter les règles, plus on est inséré dans la société, moins on se sent victime d'injustice, plus on a eu droit à une formation scolaire digne de ce nom. Vous voyez ce que je veux dire? Plus, évidemment, vous faites grandir le consentement aux règles et le fait de les respecter. Donc, il n'y a pas de solution miracle pour que demain matin, tout le monde respecte le droit. D'ailleurs, je ne suis pas pour qu'on arrête toute sanction. Hein. On n'a jamais dit ça, nous, à la France Insoumise. Hein. On est pour un état de droit avec des règles, des sanctions quand les règles ne sont pas respectées. Ce n'est pas le sujet. Mais pour les faire respecter, ne croyez pas que ça va être juste par la force que vous allez réussir à le faire. Il faut le faire en élevant le niveau de consentement. Et pour consentir, il faut se sentir à sa place dans cette société et respecté dans cette société. Or, de plus en plus, avec les inégalités, avec les services publics qui reculent, avec l'école qui fait de moins en moins son travail parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce que les objectifs sont dévoyés, je vais vous faire toute la liste, eh bien, vous créez les conditions de davantage de violence et vous créez les conditions d'un irrespect croissant des règles. Et ça, c'est un vrai problème. Et la hausse, parce que je l'ai vu, la hausse, par exemple, des refus d'obtempérer. Le Sénat, là, il faudrait encore faire plus d'enquêtes pour le voir, mais le Sénat parle de 28% d'augmentation entre 2015 et 2020. C'est énorme. Pourquoi il y a 28%? Oui, mais il faut s'interroger sur les raisons. Comment c'est possible, un truc pareil? Ben oui, alors, refus d'autorité. Alors, si on interroge le refus d'autorité, ça veut donc bien dire que ce qu'il faut, c'est relégitimer l'autorité. Si vous croyez que c'est juste par la force qu'on va y arriver, je pense que c'est une erreur. Si vous voulez pacifier véritablement la société, eh bien, l'enjeu, c'est de relégitimer l'autorité. Si l'autorité est vécue comme non légitime, alors vous allez voir accroître la hausse. Là, c'est une question de stratégie politique. De stratégie politique. Et je pense que la stratégie qui aujourd'hui est employée par le gouvernement, après ceux d'avant, parce que je veux dire, cette logique, c'est une logique qu'on a vu grandir. Comme je dis, Macron n'est pas né nulle part, il est né dans la cuisse de Hollande, il y a la cuisse de Jupiter. Mais je veux dire, c'est vraiment ça. Donc, bon, tout ça est en continuité et en renforcement, etc. Mais je pense qu'il faut changer la façon de voir les choses. Alors, ce Tramdir, évidemment, suscite beaucoup de questions et qui pose elle-même d'autres questions. C'est pas facile de passer à autre chose. On verra ce que les enquêtes disent et puis on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. C'est un débat de société. Vous étiez hier soir à la réunion de soutien aux journalistes du journal du dimanche qui sont en grève. On sait ce que vous pensez de la nomination de Geoffroy Lejeune. Vous pouvez évidemment nous en redire un mot, mais vous avez aussi annoncé le dépôt d'une proposition de loi sur ces sujets-là. Vous aviez déjà d'ailleurs proposé une loi lors de la journée d'initiative parlementaire de votre groupe La France Insoumise en novembre dernier, qui n'avait pas été adoptée évidemment. Que faut-il changer de votre point de vue? Il y a encore une fois la question de la nomination de Geoffroy Lejeune qui fait débat, mais il y a un sujet, estimez-vous, sur la concentration des médias par ailleurs. Bien sûr. Bien sûr, oui, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir prendre la parole hier à cette initiative. Il y a eu un effet de sidération à la nomination de Geoffroy Lejeune. Alors, je trouve ça formidable qu'il y ait eu un sursaut de la rédaction qui a voté. Alors, j'arrive plus à savoir, parce que je pensais que c'était 96, hier j'entendais parler de 99%. Bon, bref, massivement pour la grève. Je trouve ce sursaut très, très salutaire. Mais j'ai été un peu étonnée, je dois dire, par la sidération, parce qu'au fond, tout conduisait à arriver à ça, en fait. En fait, je ne sais pas pourquoi on est si étonné par le fait d'un double mouvement, et j'ai envie de dire d'une double faillite politique. La première faillite politique, elle est celle de la loi, parce que si Vincent Bolloré peut faire ça, c'est que la loi lui permet de le faire. Et donc, il suffirait que la loi empêche à la fois la concentration dans les médias, mais aussi la dépossession des rédactions dans la nomination de leur directeur, c'est-à-dire qu'elles soient davantage conformes. Je relisais là la déclaration des droits et des devoirs de la presse libre de 1945. Et si on suit cette déclaration, un média ne pourrait remplir sa mission que dans la liberté et par la liberté. Et donc une presse libre ne le serait que quand elle ne dépend ni de la puissance gouvernementale, ni des puissances d'argent, mais de la seule conscience des journalistes et des lecteurs. Ni de l'État? Non, ni de la puissance gouvernementale. C'est pas la même chose. Ah ben non, c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose, ni des puissances d'argent. Non, là, je fais pour moi une différence, et je trouve que cette affirmation telle qu'elle est faite là, elle n'a pas pris une ride, mais elle n'a pas pris une ride dans ses fondements. Je pense qu'il faut s'y référer. En revanche, elle a pris du plomb dans l'aile dans sa réalité concrète. Puisque aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on sait maintenant. On a vu ce qui s'est passé à iTélé, quand c'est devenu CNews. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez tout, mais on sait ce qui s'est passé à Europe 1. Voilà, Europe 1, en plus, je crois que c'est eux qui ont fait 31 jours de grève. Ça n'a pas changé la situation. Je veux dire, Bolloré avait décidé de nommer Morandini. Il a nommé Morandini. Et là, d'ailleurs, ils n'ont pas l'air de sourciller. Ils ont envoyé Arnaud Lagardère hier pour essayer d'apaiser la situation. J'ai l'impression que ça ne va strictement rien apaiser. Et donc, la question est celle du pouvoir des journalistes sur leur rédaction, la non-ingérence de milliardaires, de la finance, en fait, de ceux qui détiennent, qui sont les hyper riches, sur le contenu de la production de l'information. L'information, ça n'est pas un bien comme un autre. C'est un bien public fondamental. Et si on oublie ça, eh bien on ne comprend rien, en fait, à ce qui se passe. Voilà. C'est un bien public fondamental, avec une spécificité, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un effet de sidération, c'est que le journal du dimanche, ça donne le là, vous le savez mieux que moi, mais ça donne le là de l'information pendant quand même un moment. C'est simplement, le dimanche, toute l'actu est produite à partir quand même de ce qu'il y a dans le JDD, et le lendemain matin, vous avez les matinales, en général, elles sont calées sur ce que raconte le JDD. Donc le fait que cela vienne entre les mains de l'extrême droite n'est absolument pas anodin. Donc je disais faillite politique, mais deuxièmement une faillite collective politique aussi plus profonde, qui ne relève pas directement de la loi, mais qui est celle de la banalisation de la pénétration de l'extrême droite dans des lieux institutionnels et dans les grands médias. Et ça, c'est un phénomène maintenant qui devient profond, majeur. On le voit ici à l'Assemblée nationale. Le fait qu'on ait des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui co-gèrent cette institution, voilà, et c'est comme ça, et ça passe, dont la présidente Yael Braun-Pivet peut même dire « mais Monsieur Chenu est un excellent vice-président de l'Assemblée nationale », ça ne pose de problème à personne, et que vous avez maintenant un grand média comme le JDD qui passe aux mains de Geoffroy Lejeune, voilà, ça passe. Donc on a un double problème. Donc pour venir concrètement à votre question sur la loi anti-concentration, on avait fait une dans le cadre de la niche que vous pouvez retrouver très facilement sur les détails concrets, qui étaient des premières mesures. Alors après, dans les niches, on fait toujours des choses qui sont un peu, vous voyez, un petit peu petites. Mais en fait, on a des tonnes de leviers possibles. Donc en fait, il faudrait une grande loi anti-concentration. Et cette grande loi, elle n'arrive pas. Et même là, hier soir, vous avez vu que les macronistes, qui pourtant en général sont quand même pas vraiment maltraités par le JDD, pour le dire gentiment, à part, j'ai peur d'écorcher son nom, mais je crois que c'est Violette Spibou, qui était là, mais qui n'est pas le cœur de la Matronie. Vous n'aviez vu ni Aurore Berger, qui nous fait des leçons de lutte contre l'extrême droite, vous n'aviez aucun ministre de premier plan, la ministre de la Culture sans doute avait piscine ou je ne sais, mais personne n'était là. C'était assez fascinant. Et la droite, globalement, était aux abonnés absents. La tribune, vous aviez Marine Tondelier, moi, Violette Spibou, le représentant du MoDem qui avait posé la question d'actualité hier, et David Assouline. Pas de LR, et la Macronie aux abonnés absents. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une gêne. Et comme a dit Marine Tondelier, je reprends sa formule d'hier, je l'ai trouvée très juste, elle disait on n'achète pas le courage politique, mais on peut acheter le manque de courage politique. Et ça, c'est assez juste. Donc il faut que la loi, elle donne du pouvoir aux sociétés de rédaction. Il faut qu'elle empêche la concentration, c'est-à-dire que des empires ne puissent être créés au nom du pluralisme des médias. Il faut que l'aide... Alors là, le levier, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord sur l'État, c'est que le levier de l'aide à la presse, par exemple, est un levier formidable. Si on disait... Si vous n'avez pas, et c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment, pour une proposition de loi de la NUPES très simple, peut-être avec 1 ou 2 articles, je ne peux pas dire exactement parce qu'on est en discussion en ce moment, mais comme l'a dit Julia Cagé hier, si vous dites que demain, pour avoir l'aide à la presse, et même le numéro de commission paritaire, vous êtes obligé de respecter une règle qui est qu'il faut, alors on peut discuter, les 2 tiers, 51%, 50, plus, enfin la majorité, des journalistes qui décident de leur rédacteur en chef, ça peut tout à fait se décréter. Et là, l'État, effectivement, de toute façon, l'État, il aide la presse. Et l'État, il aide la presse, pourquoi ? Parce que sans ces aides de l'État, vous n'avez pas de pluralisme.
des médias. C'est pas vrai. Si vous Il y le a un laissez problème simplement... économique réel quand même. Voilà. Ben justement, c'est pour ça que je dis qu'il ne doit pas être indépendant de l'État. C'est que c'est l'État Et qui quand- doit garantir le pluralisme. Et quand on dépend de l'État, on est libre. Oui, enfin, si l'État donne des aides pour faire vivre le pluralisme, l'État, c'est pas partisan, c'est pas une puissance financière, c'est pas la même chose quand même. Alors vous voulez arrêter les aides de l'État ? Vous voulez arrêter les aides de l'État ? Vous pensez que l'État se dédouane ? Et donc si vous enlevez les aides de l'État, ça veut dire Non, mais que je veux les dire- seuls qui vont mettre... Non mais ça veut dire très concrètement que les seuls qui vont pouvoir vivre sont ceux qui auront, qui auront des moyens financiers. Mais Voilà. Libération a bien fait appel à un milliardaire. Mais c'est bien le problème. Et ben ça vous pose pas un problème. Moi, ça me pose un problème. Et je pense même qu'aux journalistes de Libération, ça leur pose un problème. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais évidemment que c'est qu'il y a quelque Nous avons chose qui connu, tourne. enfin, je veux dire, les Et journalistes une des présents- raisons pour lesquelles ça tourne pas rond, c'est que l'aide à la presse aujourd'hui, moi je pense qu'elle doit être révisée de fond en comble. Elle ne prend pas en considération la mutation sur le numérique. Tout ça est très très mal pris en considération. Enfin, il y aurait 1000 choses à dire si vous voulez, mais je pense qu'on a besoin d'une grande loi anti-concentration. L'État doit s'en mêler. L'État doit contribuer à garantir le pluralisme de l'information, le pluralisme des médias en règle générale. Et elle a parce que là on parle de la presse écrite, mais pour ce qui s'est passé avec CNews et le reste, CNews a eu une chaîne hertzienne qui donne l'autorisation d'émettre. Il y a eu une grande loi C'est anti-concentration en 1982. Elle est datée, et vous le savez bien. Elle n'a jamais été appliquée. Elle Vous est datée. vous demandez pourquoi elle n'a jamais été appliquée. Et elle est datée. De toute façon, en 1904. Enfin, vous voyez bien que vous êtes mieux placé que moi pour savoir que l'économie de la presse aujourd'hui, d'ailleurs la presse papier, ne vit pas de ses ventes. Ça marche plus. Ça n'existe plus. Les gens n'achètent plus. Donc donc ça va pas du tout. La façon dont sont conçues les aides correspondent à un temps des médias qui n'est pas le temps d'aujourd'hui. Donc il faut tout remettre à plat. On attendait les états généraux de l'information, comme on attend Godot. Ça fait, je ne sais pas où ça en est. Quelqu'un a interrogé la ministre pour savoir, là, où est-ce que ça en est. Elle s'alarme, elle a fait un tweet extraordinaire. Elle s'alarme. Mais que fait-elle ? Elle est ministre. Que fait-elle ? C'est pas compliqué. En un article, vous pouvez empêcher des situations comme ce qui s'est passé au JDD. Donc il ne s'agit pas simplement de s'alarmer, il s'agit de légiférer. Et le gouvernement est aux abonnés absents, non seulement abonnés absents hier, mais aux abonnés absents sur la réforme indispensable pour lutter contre ces empires médiatiques qui touchent, on a parlé de la presse, on a parlé de l'audiovisuel, avec ces trucs d'émettre, parce qu'aujourd'hui même, quand CNews déroge et fait des choses qui sont pas du tout conformes au pluralisme de l'information, véhicule des fausses nouvelles, etc., à la limite, ils peuvent être condamnés par l'Arcom, mais les peines sont tellement ridicules au regard de l'Empire Bolloré que si vous voulez, ils s'assoient dessus, mais alors, tranquillement, ils payent, même 100 000, 200 000 euros. C'est quoi pour Bolloré ? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Donc tout ça ne marche pas. Donc il faut que l'État soit fort pour justement lutter contre cette mainmise de quelques milliardaires sur la production de l'information, avec toutes les catastrophes qui en découlent. Et il faut qu'on donne davantage de pouvoir aux sociétés de journalistes, mais aussi aux lecteurs. Parce que l'information, elle appartient, et je reprends cette déclaration, à la conscience des journalistes et des citoyens. Et quand il achète, il manifeste son choix. Oui, mais vous pourriez avoir d'autres mécanismes. Vous pourriez avoir des mécanismes, Julia Cagé en parle très très bien, mais par exemple, sur les impôts, de créer des bons pour flécher, par exemple. Parce que acheter un journal, encore faut-il avoir un moyen de l'argent pour acheter un journal. Donc qui achète le plus de journaux ? Ceux qui ont le plus de moyens. Ben, vous êtes d'accord avec moi ? Certains reconnaissent que la concentration est un sujet, mais disent par ailleurs que aller trop loin dans la déconcentration, ce serait remettre en quelque sorte, vous évoquiez vous-même un univers en pleine mutation, le numérique, etc., ce serait remettre les clés en fait aux GAFAM et affaiblir les médias nationaux. Est-ce que vous voyez, vous, éventuellement un risque à ce sujet-là ? C'est-à-dire qu'on a besoin d'empires, selon certains, médiatiques pour avoir une masse critique et fabriquer de l'information, qui n'est pas un bien de consommation comme les autres, mais pour fabriquer de l'information face à Google, aux réseaux sociaux, à Internet, etc. Oui, mais si on veut créer ce rapport de force, je pense qu'il faut que ce soit les citoyennes et les citoyens qui investissent et non pas une poignée de milliardaires. Je reviens toujours à la même logique.
Et je pense qu'on peut inventer des mécanismes qui sont des mécanismes qui permettent de flécher de l'argent public par des citoyennes et des citoyens, et avec là, pour le coup, en effet, une impulsion de l'État. Et il faut inventer ces mécanismes, hein, aussi bien pour la presse écrite que pour tout ce qui existe aujourd'hui, enfin en ligne, tout ce qui relève de la presse en ligne, que l'audiovisuel public, et pas public, privé, partout. Donc ça suppose une remise à plat qui est une immense remise à plat, en fait. Émile, à nouveau. Je vous crois sincère, mais il y a un problème économique. Je ne connais pas personnellement M. Lagardère, mais il a dit qu'il y avait un problème économique au JDD. Il y a quelques années, j'ai vu François Hollande, que je connaissais personnellement, et je lui ai dit, voilà, on aide la presse, mais vous n'aidez pas les revues. Je lui ai dit, vous n'aidez pas les revues. Et je lui ai proposé, moi-même dirigeant une revue depuis 35 ans, on était d'accord pour qu'on finance également les revues. Il me dit, c'est pas prévu, on ne peut pas financer. Donc toutes les revues sont en train de mourir, y compris la mienne. À côté de ça, moi je travaille sur la chaîne parlementaire. Je vais vous dire, je fais une émission chaque semaine. Il y a des fois, ça cartonne, on fait des millions sur YouTube, et il y a des fois, ça ne marche pas. Et pourtant, c'est des émissions de très grand prestige. Je vais vous dire, dans le privé, on va vous dire, mais ben voilà, vous ne pouvez pas faire ça. Mais là, on peut le faire parce que c'est la chaîne parlementaire. Comment vous réglez ce problème économique? Il ne suffit pas d'avoir des bons sentiments. Il n'y a pas l'argent pour le faire. Et le problème du journal du dimanche, il y avait une chute aussi des ventes. Et ce monsieur Lejeune, que je ne connais pas personnellement, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, il a un capital médiatique. Et maintenant, il est bancable. Oui, mais ça marche comme ça. Alors, ça, c'est un peu étrange. Et dans les chaînes, ça fonctionne comme ça. Les chaînes satellitaires sont aussi comme ça. Alors, je ne partage pas du tout votre point de vue sur le caractère bankable de Geoffroy Lejeune, puisque Valeurs Actuelles, si on le prend juste sous cet angle-là, Valeurs Actuelles a perdu 10% de ses lecteurs en quelques années. Donc, c'est plutôt un naufrage, Geoffroy Lejeune, à la tête de Valeurs Actuelles. Sans parler des condamnations. Ah non, mais si on parle même juste du point de vue, justement, prenons un rédacteur en chef qui a été capable de redresser un journal et qui s'y connaît bien et va pouvoir faire un bon travail. Je suis désolée, mais le pédigré de M. Lejeune ne correspond pas à cet objectif. Donc, ce qui est évident, c'est que Bolloré a une vision politique de l'utilisation du JDD. C'est l'évidence même. C'est-à-dire qu'il s'achète le journal qui donne le là le dimanche et pour diffuser un projet politique dont il est évidemment le pourfendeur. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être grand clair pour voir ça. Donc, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Après, sur la rentabilité, le problème de la rentabilité et de comment on fait quand ce n'est pas rentable, déjà, je pense qu'il faut étendre le domaine de l'audiovisuel public, des moyens publics pour faire vivre une information de qualité. Et or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. La logique est plutôt inverse. Quand vous regardez partout, aussi bien, prenez France Inter, Arte, n'importe quelle, France 2 ou je ne sais quoi, la logique actuelle est à la réduction des moyens pour produire de l'information. Et ça déjà, il faudrait qu'on s'enlève de la tête l'idée qu'on peut produire une information de qualité sans y mettre des moyens pour des journalistes. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la politique. Je suis atterrée de voir dans quelles conditions travaillent les journalistes. Il y a 25 ans, un journaliste, il pouvait venir à une conférence de presse et ne pas faire un papier en sortant. C'est-à-dire, il venait à une conf de presse, il apprenait quelque chose, il se formait, etc. Et il rentrait et il voyait si dans 15 jours, 3 semaines, il allait avoir la matière pour produire une information. Maintenant, un journaliste, il va à une conférence de presse et il est sommé dans les 2 heures d'avoir un papier dans lequel, évidemment, il n'a pas le temps de penser, de prendre du recul, de confronter l'information, etc. Et ça veut dire que produire de l'information, ça demande des moyens pour les journalistes. Et vous le savez, quand Bolloré, partout où il est passé, il a flingué les rédactions. Il a diminué le nombre de journalistes, de gens qui peuvent prendre du temps pour travailler et pour produire une information de qualité. Vous le savez aussi, maintenant, on sous-traite à des agences qui vous produisent du contenu en chaîne. C'est pas l'AFP, hein. Je parle même de l'AFP d'antan qui produisait, qui avait elle aussi plus de moyens. Quand vous donnez plus les moyens à l'AFP de faire un travail correct, les dépêches AFP, désolé, mais elles sont de moins en moins qualitatives.
Et c'est normal, et je ne fais pas le reproche. Enfin, je veux dire, moi, on fait des discours souvent à la France insoumise très critiques à l'égard des journalistes, mais moi, je suis aussi, pardonnez-moi, mais en empathie avec beaucoup de journalistes. C'est infernal de travailler dans ces conditions. Vous pouvez pas faire votre métier correctement. C'est pas possible. Donc, soit on décide que c'est un enjeu démocratique majeur, et on y met les moyens. Et donc, moi, je suis désolée, mais il faut aussi des moyens générés par l'État. Quand je dis générer, c'est-à-dire que ça peut être des biais fiscaux, ça peut être des biais d'aide directe, notamment pour tout ce qui relève du service public, ça peut être de repenser des mécanismes d'aide à la presse plus efficaces, mieux ciblés. On a vraiment plein d'hypothèses et plein d'ouvrages. Encore faut-il se mettre au travail. Et ces états généraux de l'information, je trouve indigent le fait que ça recule sans cesse. Et au fond, le gouvernement ne veut pas aussi s'en prendre à ces empires. Je ne sais plus qui posait la question, mais est-ce qu'on peut s'en sortir sans ces empires ? Là, dans la situation actuelle, non. C'est-à-dire que je vois bien que cette concentration, elle est aussi ce qui permet à des plus petits de vivre. C'est ça un peu la... C'est vous qui... Je ne sais plus qui a... Non, je vous posais la question, oui, sur le risque avec les GAFAM, si on laisse la place finalement en déconcentrant les... Ouais, déjà, il faudrait aussi réguler les GAFAM. Il faudrait leur prendre un peu plus d'argent et puis le mettre dans la production de l'information. Ça, c'est bien, c'est simple. Voilà. Un vrai sujet. C'est ça. Oui, bonjour, c'est l'AFP justement. Juste une petite question pour revenir sur l'initiative d'une proposition de loi. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien une initiative qui sera NUPES, donc avec tous les groupes ? Est-ce que vous vous donnez une échéance pour pouvoir la déposer ? Et ensuite, sur son contenu, donc vous avez évoqué deux types de mesures, de problèmes, le problème de la concentration et la question du pouvoir des journalistes et éventuellement des lecteurs. Est-ce que ces deux points seraient traités dans ce texte ou seulement le deuxième ? Je parle vraiment, c'est un peu difficile parce qu'on est en cours de discussion, mais a priori, je me permets de dire ça, je l'ai dit hier aussi au JDD, à prendre avec des pincettes, mais là on travaille sur une proposition de loi qui pourrait être prise largement et sur un point. Sur le point du pouvoir pour les sociétés de rédaction. Faisons déjà ce point-là. Ensuite, nous proposerons une loi beaucoup plus globale, qui ira plus loin que ce qu'on a déposé dans le cadre de la niche parlementaire de la France Insoumise, et évidemment beaucoup plus loin que cette petite proposition de loi immédiate qui aurait la vertu de pouvoir être adoptée largement sans rentrer dans les enjeux anti-concentration qui peuvent diviser plus largement dans l'hémicycle. Mais essayons, puisque tout le monde est visiblement choqué, on a eu 4 questions d'actualité hier, alors allons-y. Si ça c'est choquant, donnons du pouvoir aux sociétés de rédaction sur les actionnaires. Ça c'est simple, c'est une mesure. Alors après, je ne vous donne pas le détail exact parce qu'en fait il y a des enjeux de constitutionnalité puisqu'on ne peut pas empêcher non plus la liberté d'entreprendre. Donc bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de nos débats internes, mais c'est sur ça qu'on travaille et avoir un dispositif très simple qui pourrait être pris très facilement, mis à l'ordre du jour du Parlement dans une semaine d'initiative parlementaire. Et ça, c'est au bon vouloir, j'ai envie de dire, de la Macronie. Sinon, nous, après, on est dans nos niches et ça nous amène beaucoup plus loin. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. Vous dites que vous souhaitez une initiative transpartisane. En même temps, il y a eu quelques initiatives transpartisanes récemment dans lesquelles certains insoumis n'ont pas soutenu d'autres insoumis. Et par ailleurs, dans le Figaro ce matin, par exemple, la proposition de résolution sur le Mercosur où Ruffin s'est retrouvé seul à la voter. Seul. Oui. Oui. Et par ailleurs, ce matin dans le Figaro, il y a un article qui fait état du fait que Mme Chikirou, M. Mélenchon, trouve qu'il n'y a pas vraiment lieu de soutenir le JDD puisqu'il n'a jamais été très favorable aux insoumis. Donc est-ce que là-dessus, quelle est la position Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les différentes positions en présence au sein des LFI ? Moi, je veux parler en mon nom. Voilà, je pense que la liberté de la presse se défend comme un principe. J'ai dit hier, moi, je ne viens pas soutenir le JDD, je viens soutenir un principe, la liberté de la presse. Et ce principe, pour moi, il ne peut pas être à géométrie variable. Voilà. Donc, tout le monde sait bien que le JDD a souvent eu la dent dure à l'égard de ma famille politique, mais pour moi, hier, ma présence, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, c'est le sujet de soutenir
une rédaction face à la mainmise d'un milliardaire. Et ça, c'est un principe parce que c'est celui de la liberté de la presse. Et pour moi, il est, j'ai envie de dire, inconditionnel. Enfin, voilà, comme tous les principes d'ailleurs. Quand vous avez des principes et qui sont à géométrie variable, d'un seul coup, c'est plus un principe. Enfin, c'est comme ça que je me représente les choses. Voilà pourquoi je l'ai défendu. Après, je ne vais pas commenter des choses qui sont dans le Figaro et qui sont sorties de conversations qui n'avaient pas... Ils sont dans l'IB aussi. Ah bon, j'ai pas vu, je ne veux pas le savoir. Ça n'avait pas vocation à être public, donc je ne vais pas commenter quelque chose qui n'avait pas vocation à être public. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les insoumis sont absolument d'accord pour dire qu'il faut lutter contre la concentration dans les médias, qu'il faut donner plus de pouvoir aux sociétés de rédaction. Enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les principes généraux et des éléments de mise en application concrète fait absolument consensus au sein des députés de la France Insoumise, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, la PPL que j'avais déposée anti-concentration était déposée dans le cadre de notre niche et faisait consensus. Gérard. Pour les élections européennes, la France Insoumise défend l'idée d'une liste unique. Or, plusieurs sondages, dont un tout récent de Elab, montrent que si la gauche est unie, elle fait 24% des voix. Si il y a 3 listes, ça monte à 31%. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas notamment, et d'abord, un effet repoussoir de la France Insoumise ? Là aussi, si on regarde d'autres sondages, vous verrez que maintenant, les Français estiment que la France Insoumise est une menace plus grande que le Rassemblement national. Est-ce que ce n'est pas un échec terrible de la politique, de la façon, de votre stratégie depuis 1 an, alors que vous auriez dû bénéficier des retraites, vous auriez dû bénéficier de l'urgence climatique, éventuellement d'ailleurs des bavures policières. À l'arrivée, on a, semble-t-il, un effet inverse, et donc une bonne partie des électeurs de gauche qui maintenant refusent de voter sur une liste unique s'il y a la France Insoumise. Alors après, c'est toujours difficile de commenter des sondages sans qu'il y ait eu la dynamique de campagne. Je me méfie aussi. Jean-Luc Mélenchon, 6 ou 8 mois avant l'élection, je pense qu'il devait être autour de 10%. Il a fait 22%. Donc, honnêtement, c'est compliqué. Après, dire qu'on ne les regarde pas, qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'on peut sentir du mouvement de la société à l'égard de ce qu'on fait et de ce qu'on produit, serait quand même pas sérieux. Donc, je pense qu'il faut regarder les différentes enquêtes d'opinion en étant prudent dans l'analyse, parce que parfois, quand on regarde plus dans le détail, c'est un peu plus complexe. Néanmoins, moi, vous connaissez ma position. Je pense qu'il faut qu'on gagne en solennité. Je l'ai dit, je le redis. Je pense qu'il faut qu'on gagne en solennité, que nous avons un discours qui est radical au sens de prendre à la racine les problèmes et qui suppose un changement en profondeur. Et moi, je pense que pour l'énoncer, pour être compris plus largement, c'est vrai qu'on devrait gagner en solennité. Mais ça, c'est une question de profil, plus que du contenu de la proposition politique elle-même. Après, la dernière fois, aux européennes, on avait fait 6, donc vous pouvez aussi regarder les choses en disant, aujourd'hui, dans les sondages, on est plutôt autour de 10-11, donc d'une certaine manière, on est plutôt en progression. Vous voyez, il y a plusieurs manières de regarder les choses. On est plutôt en progression. En même temps, je pense qu'il faut qu'on ancre davantage la NUPES, qu'on lui donne plus de réalité concrète, et qu'il n'y a pas de solution dans la tripolarisation sans ce rassemblement large à gauche qui a été impulsé avec la NUPES. Je ne vois pas d'autre solution. Donc c'est pour ça qu'on est favorable à une liste commune aux européennes, que si elle avait lieu, on ne peut pas savoir quelle dynamique elle engendrerait, parce que là, on parle de façon statique. Si vous aviez, avec en plus des déclarations, globalement avec une tonalité qui donne l'impression qu'il n'y aura pas de liste unique, vous voyez ? Donc ça ne crée pas de la dynamique. Si on entendait les gens de la NUPES dire « oui, on y va, ça y est, on s'est mis d'accord avec un discours européen commun, etc. » ça créerait potentiellement de l'enthousiasme. Ce n'est pas l'ambiance, vous voyez ? Donc évidemment, ça a aussi un impact. Bon, moi, je pense néanmoins qu'on n'aura pas de choix ensuite que d'être ensemble, et notamment, alors autant sur un scrutin à la proportionnelle. Oui, le mode de scrutin est quand même différent. Il joue différemment. Mais il pousse à la séparation. Si vous arrivez à la présidentielle, vous voyez bien que ça va quand même être très compliqué de se qualifier au second tour si on y va façon puzzle. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord sur le projet européen ? Écoutez, on s'est mis d'accord sur... Alors, on s'est mis d'accord, même s'il faut...
comme on s'est mis d'accord en une semaine, il faut prendre parfois avec des pincettes sur on s'est mis d'accord. Mais enfin, quand même, il y avait 600 propositions dans le programme soutenu par tous les députés de la NUPES. Et moi, je trouve que depuis un an, alors ici à l'Assemblée nationale, qui est un biais, comme je dis toujours, qui est un biais qui est un peu, mais quand même qui est intéressant, parce qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde a été élu avec le macaron NUPES. Donc on a sans doute les leaders politiques qui sont les plus convaincus par la NUPES. Néanmoins, dans la pratique, moi, je trouve que les positions convergent de plus en plus. Le Parti socialiste n'est pas le Parti socialiste qu'on a connu sous l'ère Hollande, qu'on a connu aussi même au moment du oui au traité constitutionnel européen. Je pense que ça a bougé, voilà, profondément. Et donc, des points de vue sont en train de se rapprocher. Je pense aussi que chez les écolos, des enseignements ont été tirés du fait que c'est quand même très compliqué d'avoir une politique qui lutte contre le réchauffement climatique et qui préserve la biosphère sans qu'on s'attaque aux normes néolibérales et aux logiques du capitalisme. Je pense que ce sont des idées qui progressent énormément. Et même quand je lis Yannick Jadot s'en prendre très fermement dans une tribune il n'y a pas très longtemps, là, à tous les traités de libre-échange, à toute cette logique-là, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de converger au sein de la NUPES. Donc moi, je fais le pari de moyen-long terme qu'à gauche est en train de se formuler quelque chose de cohérent, de commun, qui est ce qui peut nous propulser pour gagner, avec une course de vitesse avec l'extrême droite qui est quand même sacrément féroce. Alors LFI veut y aller groupé avec d'autres européennes, mais au municipal à Paris, semble-t-il, il y a eu des déclarations hier où LFI veut arriver en tête, mais tout seul, et avoir le meilleur score. On avec sait les pas Verts, trop. non? Si j'ai bien lu la dépêche. C'est pas clair, arriver en tête. Alors avec qui? Avec les Verts, moi j'ai compris. Et certains s'entendent qu'ils ont des noms en tête pour conduire cette fameuse liste, et je m'interrogeais sur quelle serait votre place dans ce dispositif. La mienne? Oui. À Paris? Alors moi je suis élue de Seine-Saint-Denis. Oui. Voilà, donc ma place dans le dispositif à Paris... moi je suis élue de Seine-Saint-Denis, je ne peux pas vous dire mieux. Et comment je regarderai ça comme responsable politique nationale avec beaucoup d'intérêt et comme peut-être aussi ancienne élue à Paris. Mais comment vous c'est la vie dans laquelle j'ai grandi, c'est vrai. cette stratégie de LFI de construire quelque chose seul, contre la majorité actuelle? Écoutez, je pense que c'est très compliqué d'imaginer une liste au premier tour avec Anne Hidalgo à Paris. Ça me paraît être très compliqué. Je ne pense pas que les insoumis parisiens soient dans cet état d'esprit. Et par expérience, puisque moi j'ai fait la campagne de 2001 à Paris, je sais aussi que la liste unique de premier tour n'est pas toujours le meilleur moyen de gagner dans les villes. Et non, mais j'en ai tiré une leçon, y compris personnelle, parce que moi je me souviens, j'étais sur la liste avec Bertrand Delanoë, où il y avait une alliance entre les communistes et les socialistes. Et à l'époque, j'étais fâchée qu'il n'y ait pas d'union de premier tour. Au second tour, on était bien content d'avoir eu deux listes, parce que je pense qu'on l'a aussi emporté par la dynamique propre de chacune des listes, à la fois celle de Delanoë, mais aussi celle des écolos. Donc, les municipales, c'est compliqué. Là, pour le coup, c'est pas comme les principes. Il y a de la géométrie variable, on le sait. Et moi, ce qui va m'importer, c'est de trouver à chaque fois quel est le mécano qui nous permet d'avoir le maximum de villes remportées par une gauche capable de transformer positivement les villes. Voilà. Et ça, il n'y aura pas un... Mais vous verrez que dans la pratique, vous aurez beaucoup de listes NUPES. Parce que dans la pratique, le rassemblement sera très efficace. Très efficace. Maintenant, il y a des logiques de premier tour, des logiques de second tour, mais ce qui compte, c'est à la fin d'avoir des majorités NUPES de gauche qui soient les plus fortes. Enfin, Anne Hidalgo, vous avez remarqué, n'est pas la plus NUPES qu'on ait rencontrée. Oui, bonjour, Marius Maty pour la lettre A. Il y a quelques jours s'est tenue l'Assemblée représentative de la France Insoumise, dans lequel il y avait notamment un texte qui a été mis au vote jusqu'à aujourd'hui, je crois, sur l'approfondissement de la NUPES. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à ce stade au sein de la France Insoumise sur la perspective des prochaines échéances électorales, notamment mon confrère a cité les municipales, mais aussi les européennes, si dans le cas où il n'y a pas de liste unique, comment la France Insoumise va se positionner. Et aujourd'hui, ça c'est une première partie de ma question sur l'extérieur de la France Insoumise. Mais là, après cette assemblée représentative, sur la partie intérieure de la France Insoumise, qu'est-ce que vous prévoyez pour le mouvement ?
Je prévois rien de spécial. Moi j'ai fait des... Écoutez, il vous a pas échappé que j'ai fait des propositions avant Noël, enfin d'ailleurs à l'automne on va dire, enfin, j'ai même commencé plus tôt puisque j'avais fait un texte fin août dernier avec des propositions concrètes. Voilà, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles n'ont pas du tout été retenues par la direction. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en prends acte. Donc comment ça va se poursuivre? Écoutez, non, ça ne s'arrête pas là. Mais il y a un moment donné, il faut prendre acte aussi de ce qui est décidé, de ce que je peux faire. Je vois que des militants reprennent aussi un certain nombre de points que j'avais mis en avant et pensent qu'on a besoin de davantage de démocratie dans la France insoumise. Et je continue de penser ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas dans la direction, je suis dans aucune instance de décision à la France insoumise, donc je n'ai pas le pouvoir de répondre à votre question. Voilà. Alors sur les européennes, c'est... Non, mais on continue de maintenir notre volonté, donc on ne va pas commencer à dire voilà ce qu'on va faire si on y va tout seul. On estime que les carottes ne sont pas cuites et qu'il faut continuer à convaincre les partenaires. Voilà. Si on n'y arrive pas, vous pensez bien que nous serons présents dans cette élection. Voilà ce que je peux vous dire, évidemment. Évidemment. Mais notre souhait est d'essayer de convaincre les partenaires du bien fondé de l'Union. Je pense qu'elle aurait le mérite, de donner à voir qu'on a un projet, qu'on s'est mis d'accord sur la question européenne et donc de refermer la parenthèse de 2005. Je pense que ça serait vraiment très utile. Et deuxièmement, je pense que ça serait aussi très utile pour mettre en mouvement les militants ensemble. La NUPES, elle a besoin d'exister dans sa réalité, pas simplement à l'Assemblée nationale, mais dans sa réalité vivante, militante, concrète. Et je pense que l'élection européenne peut être l'occasion aussi de cette mise en mouvement. Donc, moi, à titre personnel, c'est pour ça que je suis favorable à l'Union pour cette élection européenne. Si elle n'a pas lieu, pour moi, il faudra remettre l'ouvrage sur l'établi, parce que sans la NUPES, en tout cas sans le rassemblement à gauche, je ne vois pas comment on peut à la fois en finir avec la Macronie et empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et il y a une certaine gravité quand même dans ce que je dis. Donc il faut trouver le moyen de se mettre d'accord. Il est déjà 13h, on a passé beaucoup de temps sur les deux premiers sujets, ce qui était bien normal. Juste une dernière question, si vous permettez. Il y a un an, jour pour jour, commencé cette législature. Quel bilan, en quelques mots, vous faites de cette première année à l'Assemblée, dans une Assemblée que certains disaient ingouvernable il y a un an? Elle l'est. Ce qui évidemment me frappe sur l'année, c'est l'abus de pouvoir de l'exécutif sur le travail parlementaire. En fait, c'est quand même ça qui frappe sur un an. La façon dont les 49.3 se sont enchaînés, toutes les astuces de la Constitution ont été vraiment utilisées pour bâillonner le pouvoir du législatif. Donc moi, je ressors de cette séquence renforcée dans l'idée qu'il faut une nouvelle République. Voilà, d'un mot, c'est vraiment... J'en étais convaincue avant, mais ce que nous avons vu là, dans la façon dont le président de la République est capable d'utiliser le pire de la cinquième pour marcher sur la tête du législatif, est quand même un problème très grave. Et cette année, on a été la démonstration. Comment on continue 4 ans encore comme ça? Pour moi, la question, elle est d'abord du côté de l'exécutif, ça va être très compliqué, mais en chemin, la démocratie s'abîme, elle s'abîme terriblement. Quand il y a des majorités ici, elles sont à chaque fois malmenées par les 49.3, par le non-vote, les astuces pour ne pas voter, etc. C'est quand même terriblement grave. Voilà. On pourrait en parler pendant 1 heure également, mais on va vous libérer pour aujourd'hui et puis on aura l'occasion de vous réinviter pour en parler très certainement. Merci à vous. Merci Clémentine Autain, bon après-midi à tous.